Bonjour à tous. Merci Armel d'être présente ici aujourd'hui. Armel, tu es directrice d'investissement chez Elaya et tu es notre invitée pour ce Doers to Doers. Donc l'idée de ce Doers to Doers, c'est de profiter d'une heure du temps de cerveau d'experts qui ont beaucoup d'expérience sur leur sujet. Et notamment ici, toi, ce que tu connais bien pour le coup, c'est la levée de fonds. Et donc, on pense que tu es un petit peu une des meilleures personnes qui puissent répondre à toutes les questions qu'on se pose, nous, entrepreneurs de l'incubateur HEC, mais aussi tout le public de ce Doers to Doers aujourd'hui sur la levée de fonds. On nous donne beaucoup de conseils pour comment réussir notre levée de fonds. Et toi, tu vas nous donner des conseils sur comment planter notre levée de fonds. Et donc, on est tous très curieux Exactement. de savoir ce que tu vas nous dire sur ce sujet-là. Donc, je rappelle le principe. Tout le monde pose ses questions aujourd'hui. Je sélectionne au fur et à mesure les questions qui peuvent être posées. Si on a le temps, je vous fais intervenir et vous pourrez poser vos questions en live à Armel. Armel, nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Ça marche. Alors, je parle sous ton contrôle, Ariane, hein. Je prends peut-être une toute petite minute pour me présenter et présenter Laïa. Ensuite, on a effectivement prévu un petit support pour dérouler des éléments, mais surtout, le but, c'est que ce soit interactif. Donc, vraiment, posez vos questions, interrompez-moi. Voilà, que ce soit le plus efficace possible pour vous. Donc, très rapidement, moi, je m'appelle Armel, je suis directrice d'investissement chez Laïa. Je suis arrivée il y a 7 ans. Avant ça, j'ai fait quelques années en banque d'affaires, donc un profil plutôt financier. Et Laïa, c'est un fonds qui a quasiment 20 ans maintenant, qui se spécialise sur l'early stage. Donc, on investit vraiment dans les sociétés qui sont très jeunes, du pré-seed aussi, et parfois jusqu'à la série B, avec un scope qui est très B2B et très techno au sein de l'écosystème digital et par rapport à d'autres VC que vous pourrez trouver ici en France. Nous, on aime bien les sujets qui sont soit deep tech, soit minima, on appelle ça tech intensive, c'est-à-dire qu'on aime bien voir un petit peu de complexité dans les produits. Donc voilà un petit peu pour la thèse d'investissement Elaya, et donc je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui avec vous et de vous parler des beaux sujets de levée de fonds, parce que c'est effectivement le cœur de notre métier. Donc le petit support qu'on a préparé, c'est l'idée de quelles sont les grosses erreurs qu'on voit souvent et qui sont des éléments qui peuvent un petit peu vous impacter négativement, on va dire, dans le cadre d'une levée de fonds. C'est pas forcément exhaustif, donc surtout si vous avez des points que vous voulez aborder, n'hésitez pas à compléter. Donc si on commence, le premier point, donc l'image que vous voyez là, c'est l'idée de dire que tout le monde n'a pas vocation à devenir Google. Donc ça, vous le saviez déjà, je vous apprends rien. Mais l'idée plus sérieusement, c'est de dire qu'il y a 1000 façons de faire de l'entrepreneuriat. C'est créer une startup qui a vocation à se faire financer par des VC. Finalement, c'est un chemin parmi d'autres. On n'est pas obligé de lever des fonds. On peut trouver d'autres sources de financement. On peut choisir de bootstrapper et de s'autofinancer. Et il faut être assez clair aussi sur ce que ça veut dire finalement lever avec des VC. Lever avec un VC, c'est un peu mettre sa boîte sous stéroïde, quoi. On veut grossir très vite, très fort. En fait, ça a un intérêt que si vous avez un projet d'accélération qui est très clair, où vous voulez mettre beaucoup de fuel dans la machine pour que le truc parte très loin, très vite. Mais ce n'est pas forcément un chemin qui est obligatoire. Il faut aussi se rendre compte que lever avec des VC, ça vient aussi avec des inconvénients, ou en tout cas avec des réalités avec lesquelles il faut composer. Donc typiquement, c'est pas gratuit déjà, hein, ça coûte de la dilution. Un VC va prendre des parts au capital, ça vous le savez. Mais surtout, ça implique d'être très aligné en fait avec le VC en question, avec des tiers de façon générale qui vont être à côté de vous, qui vont vous aider, mais qui vont aussi vous donner leur opinion. Enfin, il faut être aligné, faut être à l'aise avec le fait de travailler avec quelqu'un qui va avoir des choses à redire sur votre business, qui vont avoir beaucoup d'ambition pour vous. Donc, il faut aussi accepter qu'il y a une certaine pression qui peut venir avec ça. Donc, voilà, donc, c'est un chemin de financement parmi d'autres. On n'est pas tous obligés de créer des sociétés qui vont devenir des champions de la tech et qui vont valoir 1 milliard dans 4 ans. On peut avoir envie de créer des très belles PME. Et on en a besoin et c'est très bien et c'est un autre schéma de financement qui est tout aussi valable. Donc, il faut être très clair déjà sur voilà, est-ce que je veux vraiment lever avec un VC? Pourquoi? Est-ce que je suis prêt à composer avec les avantages et les inconvénients que ça m'apporte? On en parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, la tech est un écosystème assez dynamique qui fait beaucoup parler de lui, mais en réalité, il y a vraiment 1000 façons d'être entrepreneur, quoi. Donc ça, c'est quand même le premier point qui me paraissait important de partager avec vous. Et si on parle vraiment très concrètement, nous, dans nos boîtes en portefeuille, on voit quand même que les boîtes qui performent très, très bien, c'est des boîtes où derrière, il y a eu beaucoup de sueurs. C'est des entrepreneurs qui ont quand même passé souvent quelques années dans la soute. Voilà, c'est des choix personnels qu'il faut avoir en tête. Donc, voilà, premier message important, si c'est des choses
qui vous font réagir, surtout n'hésitez pas, mais je pense que c'est quand même important de le noter. Le deuxième élément que je voulais aborder aussi, si on reste sur des sujets un peu macro en ce qui concerne les levées de fonds, c'est que c'est important aussi de savoir à quel VC on parle et de parler au bon VC pour soi. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de types de fonds. On parle de VC, il y a aussi des family office, il y a aussi du corporate VC, il y a plein de typologies de fonds. C'est important de bien targeter les gens avec qui vous voulez parler. Il faut faire attention aux tests des fonds, notamment. Regarder typiquement quel va être le stade de maturité que tel fonds a l'habitude de regarder, les secteurs d'intérêt, les tailles de tickets. En fait, autant que possible, il faut vérifier l'adéquation entre votre projet et la personne avec qui vous parlez. Parce qu'une levée de fonds, c'est très time consuming. C'est vraiment quelque chose qui est très défocusant pour les entrepreneurs qui souvent passent 2 à 3 mois sur les routes à parler à plein de gens et du coup, ça se fait un petit peu au détriment du business, ça, il faut le reconnaître. Donc, assez important d'essayer de rendre cet effort aussi efficace que possible. Et ça commence vraiment par je parle aux bonnes personnes, j'ai fait mes devoirs avant, je me suis un petit peu renseignée et j'envoie pas mon dossier à Tête sans fond parce que après, c'est un enfer de gestion de parler à tous ces gens-là, etc. Surtout des gens qui, in fine, investiront pas chez vous parce que vous n'êtes pas dans leur thèse. Donc très important d'être efficace. Après, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas toujours facile. Les VC ont des thèses d'investissement qui partagent volontiers, mais qui parfois ne sont pas très précises pour une raison simple, c'est qu'à trop définir, c'est-à-dire une typologie de taille de boîte, de modèle, de taille de ticket, etc., nous, on a toujours un petit peu peur de s'enfermer dans un truc un petit peu trop précis et puis passer à côté d'une opportunité qui peut nous plaire et qui ne matcherait pas tout à fait avec notre thèse. Donc, parfois, c'est un petit peu compliqué de trouver ces informations juste sur le site internet du fonds en question qui va rester un petit peu vague. Donc là, moi, je vous invite vraiment à faire vos devoirs avec d'autres outils. Typiquement, il y a un outil comme Crunchbase qui est très, très bien fait, qui va vraiment lister l'ensemble des investissements faits par une société. Et en fait, là, vous verrez les secteurs d'intérêt, le type de boîte dans lequel ils investissent, le stade de maturité, etc. Donc, ça peut être un bon complément d'information. Regardez le portefeuille en détail. Parler à des gens autour de vous qui ont déjà parlé à des fonds, etc. Aujourd'hui, l'écosystème tech en France, il est quand même assez dynamique, assez ouvert. Donc, il y a quand même beaucoup de moyens d'identifier des fonds, de voir un petit peu ce qu'ils font, etc. Regardez la presse aussi. Enfin, voilà. Faites votre devoir, targetez autant que possible. Essayez d'être efficace sur ces sujets-là parce que, franchement, parler à un VC qui n'est pas fait pour vous, et je donne un exemple très concret. Et là, on fait du B2B. Si vous faites du B2C, vous pouvez nous envoyer un dossier, mais en fait, au mieux, on vous fera perdre du temps et au pire, on vous fera perdre du temps x2, quoi. Donc, vraiment, pensez à ça. Un autre moyen aussi de bien préparer ces choses-là, c'est de nurturer la relation avec des fonds en amont d'une levée de fonds. Ça, c'est sûrement des choses qu'on doit déjà un petit peu conseiller. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis, il y a 1000 manières d'atteindre des fonds aujourd'hui, que ce soit par des événements, on va commencer par celui-ci, parce que je vous laisserai mon mail à la fin, que ce soit via des écosystèmes comme Station F, via des accélérateurs, des incubateurs, votre network personnel, etc. Il y a beaucoup de moyens d'atteindre les fonds et de commencer à engager des discussions en amont d'une levée de fonds et pas forcément pour envoyer un deck et un montant à lever demain, quoi. Et ça, c'est un bon moyen quand même de justement commencer à faire le tri avec des fonds qui sont plus adaptés à ce que vous faites par rapport à d'autres, etc. Voilà, donc autre erreur, et là, c'est vraiment pour the sake of time de votre côté, pensez à bien targeter et avoir un effort de levée qui soit un petit peu construit, quoi. Ça vous fera gagner du temps et ça, c'est pour le business. Ouais. J'ai une question à ce niveau-là pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu as déjà, je suppose que tu as déjà rencontré des startups qui voulaient lever à tout prix auprès de VC ou en fait tu t'es rendu compte que ce n'était pas forcément le modèle. Est-ce que tu as, bien sûr sans citer les startups, mais est-ce que tu as des exemples en fait de choses dans lesquelles les personnes se mettent, vraiment des trucs que tu pourrais nous dire où tu dis, OK, là, ça ne va pas dans la bonne direction. Alors, en général, quand je tombe sur une société dont le profil n'est pas forcément VC compatible, entre guillemets, selon, on va dire, la nature de la relation avec l'entrepreneur, etc., si je sens qu'il est preneur de feedback, je ne vais pas hésiter à lui partager l'information. Pour essayer de trouver un exemple un petit peu concret, prenons une boîte qui, justement, a plutôt pris le chemin de devenir une belle PME. Donc, c'est une boîte qui fait quelques millions de chiffres d'affaires,
qui a une croissance assez qui est sympa, mais qui est pas forcément dans les ordres de grandeur de ce que les VC ont l'habitude de voir, disons 10-15% par an, qui cherche à lever quelques millions pour financer un plan d'investissement ou deux, mais bon, elle pourrait tout à fait faire un prêt bancaire parce qu'elle a la structure pour le faire, etc. Là, je vais lui dire, effectivement, vous n'êtes pas forcément compatible avec ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on va chercher, c'est de l'hypercroissance. Vous ne cherchez pas de la croissance, vous cherchez juste à financer des projets un petit peu spécifiques, par exemple. Moi, mon conseil, ce n'est pas de lever avec des VC qui vont vous coûter assez cher en dilution, alors que vous avez d'autres moyens de financement qui seront peut-être plus adaptés à ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est un exemple, par exemple. Et dans ce cas, moi, je fais ce retour de façon assez transparente à l'entrepreneur. Après, il en fait ce qu'il veut, mais et puis s'il veut en parler, on détaille un peu plus. Voilà, tu peux aller chercher du prêt bancaire. Tu peux parler à des family office qui seront par exemple très intéressés par ton secteur. Je sais pas, moi, tu fais un truc tu développes une marque de mode, j'en sais rien, ou une marketplace de produits agricoles. Il y a peut-être des gens que ça peut intéresser de façon ultra précise et eux, ils n'ont pas du tout les mêmes temps qu'un VC, qui a un fonds, qui a des objectifs un petit peu précis. Voilà. Donc en général, ça arrive, bien sûr. On partage l'information avec l'entrepreneur s'il est preneur de feedback. Et puis après, il en fait ce qu'il veut, quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Bah, oui, en partie. Et puis, je pense même qu'elle répond aussi en partie à la question de Kaoula qui vient d'être posée. Qu'est-ce qui définit l'entreprise VC compatible, finalement? Et c'est ce qui existe aussi. Ouais, je pense effectivement c'est un truc qu'on distillera un petit peu tout le long de la presse, mais un VC, il est là pour fonder un plan de croissance accéléré et ambitieux, si je résume. C'est-à-dire que l'objectif d'un VC, c'est de voir que si j'injecte, on va dire, $1, c'est pour créer davantage de valeur, donc pour créer $2. Je suis là pour financer une société qui a un plan de croissance très ambitieux et qui, du coup, a besoin de supporter momentanément un niveau de perte pour pouvoir avoir une croissance accélérée. C'est vraiment mettre une boîte sous stéroïdes, quoi. Donc, si effectivement le VC a la conviction que telle boîte est une très jolie société, mais aura vocation à être plutôt dans des ordres de grandeur de 10% de croissance par an, 15% pour faire une jolie PME de 20 millions d'euros, c'est génial, mais il ne faut pas lever avec un VC, il faut aller chercher deux types de financement. Donc, je pense que c'est ça. Si on résume, VC compatible, c'est très forte croissance, surtout les premières années, plan de croissance très ambitieux, envie d'internationalisation et envie de faire une très grosse boîte, quoi. Et après, il peut se passer plein de choses, mais à minima, il faut qu'il y ait cette envie au démarrage, quoi. Si je ne réponds pas à la question, si vous avez des questions plus précises sur ces sujets-là, vraiment, n'hésitez pas. Il y a des éléments qui reviendront au fur et à mesure de la presse aussi. Peut-être que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur ce sujet-là. Je continue, Ariane, ou tu as d'autres questions peut-être que tu voulais traiter? Ouais. Non. Alors c'est vrai que j'ai une question en perso qui a demandé en fait des précisions sur le site qui répertorie les VC. Et donc j'ai répondu par écrit qu'il s'agissait de Crunchbase dont tu as parlé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a tout un tas d'outils qui vont donner ce niveau d'information. On est plutôt sur les informations qui concernent les opérations, donc les investissements dans lesquels qu'on fait les VC. Crunchbase vraiment répertorie la liste des investissements et donc permet d'avoir de l'information. Après, des sites qui vont plutôt lister les fonds et les thèses d'investissement, j'en connais pas à ma connaissance. En revanche, il y a beaucoup de choses, mais qui sont plus de la presse, des articles. Si vous tapez liste VC Paris, liste VC France, je sais pas quoi, vous aurez plein d'articles de presse qui traitent des sujets, qui expliquent que tel fonds fait ci, fait ça. Vous trouverez assez facilement aussi des mappings qui vont dire VC Early Stage, voilà les logos, VC Série A, VC Série B. Donc, il y aura beaucoup de contenu. Le challenge, c'est de vérifier que c'est des contenus qui soient assez récents. Si c'est des trucs qui datent d'il y a 5 ans, il est possible que ce soit un petit peu updated. Et deux, il faut compléter avec des lectures complémentaires. Typiquement, Madines fait une série d'articles assez intéressante qui s'appelle Que font les fonds? Et à chaque fois, c'est une interview d'un des membres du fonds qui va expliquer voilà, c'est quoi notre thèse, etc. Ça, typiquement, si vous mergez un petit peu tous ces éléments-là, vous commencerez à y voir assez clair, je pense, sur les thèses des fonds. Et puis après, en contactant les fonds en question, vous affinez quoi. Voilà. Merci à tout le monde qui partage ces listes de VC dans le chat, c'est super. N'hésitez pas à vous partager vos tips. Et je pense qu'on peut passer du coup à la suite
des erreurs et Ouais. on posera les questions au fur et à mesure. Alors, la troisième erreur, c'est oublier l'amour. Bon, c'est un peu anecdotique dit comme ça, mais en fait, l'idée en dessous, c'est de dire que le fit humain est absolument essentiel. Au-delà de l'argent, le VC il a quand même vocation à vous apporter de la valeur de plein de façons, on y reviendra. Mais surtout, il faut se rendre compte qu'un investissement, c'est un mariage. Vous vous mariez avec un VC pour plusieurs années, il sera du même côté de la table que vous, il sera votre capital. Il y aura certainement des hauts et des bas à gérer. Donc, il est absolument essentiel qu'il y ait un fit dans les deux sens entre les personnes qui vont bosser ensemble. Il faut vraiment qu'il y ait envie de travailler ensemble et ça, ce soit quelque chose que vous sentiez positivement dès le départ, dès les premiers échanges, qu'il peut y avoir matière à construire une relation qui soit de qualité, durable, dans laquelle il y aura de la confiance, il y aura de la transparence. Parce qu'à nouveau, quand tout va bien, c'est facile, mais quand les choses grattent un peu, ça va un peu moins bien et que l'hiver arrive, on est quand même content d'avoir un VC avec qui on aime bien travailler, qui est à l'écoute, et puis nous, on est très, enfin, ça marche dans les deux sens. Nous, on veut travailler avec des entrepreneurs dont on sait qu'ils ne nous cacheront pas des éléments négatifs parce qu'ils ont peur qu'on réagisse négativement. Au contraire, il faut apporter les challenges, on en discute ensemble, on y réfléchit ensemble et on essaie de vous accompagner. Donc voilà, l'amour, c'est important, la confiance, la transparence, parler des sujets. Quand il y en a, c'est juste absolument clé. Pour nous, ce sera absolument clé dans la décision d'investissement. C'est-à-dire que si je dis les choses de façon très schématique, mais toutes choses étant égales par ailleurs, on a un super bon projet, mais pour une raison ou pour une autre, on a un fit avec l'entrepreneur qui nous paraît insuffisant, on ne fera pas. Inversement, on a un projet qui n'a pas fini de bien se ficeler, on n'est pas encore trop sûr de ci ou ça, la taille de marché, ou j'en sais rien, mais inversement, on a une super relation avec les entrepreneurs et on se dit, ces mecs-là, de toute façon, on aura envie de bosser avec eux, on a envie de leur faire confiance, on a envie de les accompagner. Là, on sera susceptible d'y aller. Donc, c'est vraiment un des critères absolument clés. La relation entrepreneur-investisseur, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Ok, super intéressant, mais tu sais, moi je me place du point de vue de l'entrepreneur, à la fois celle que j'ai été et aussi celle que je vois lorsque j'accompagne les startups. Parfois, tu as un petit peu envie de te précipiter sur la première personne qui t'envoie une term sheet, quoi, parce que c'est un truc que tu as attendu depuis super longtemps, etc. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de se retrouver dans cette situation où en fait on se dit, oh, ok, enfin quelqu'un veut de moi. Donc, je me précipite, je pense surtout en fait à la survie de ma boîte, quoi. Ouais, Est-ce que alors, si ouais. je refuse une première term sheet, ça peut faire peur à d'autres investisseurs potentiels, par exemple? Le fait d'avoir reçu une term sheet? Non, si jamais je reçois une term sheet et qu'en fait finalement je me dis non, j'ai pas de fit humain, est-ce que je suis pas en train de refuser quelque chose de super et en fait est-ce que d'autres investisseurs avec qui je suis en train de discuter, c'est vu comme un point négatif, comme un point positif, ils s'en fichent, ça fait partie du deal, quelle est votre vision de ça? Alors, bon, après, il faut s'adapter à la réalité du terrain. Donc, effectivement, selon Voilà. la complexité que vous avez eue à lever de l'argent, une term sheet ne se refuse pas par principe. L'idée, c'est plus que dans la façon dont vous construisez la relation avant la term sheet, dans les discussions que vous avez avec les fonds, l'élément humain doit être tout aussi important que le reste parce que vous pouvez avoir, si à la fin vous avez deux term sheets avec des conditions équivalentes, clairement vous allez choisir sur le fit humain, mais vous pouvez aussi avoir une situation où, je sais pas moi, les termes financiers vont être un petit peu moins bons sur une des deux term sheets, mais l'autre va avoir, je sais pas moi, des conditions de gouvernance qui vous paraissent plus équilibrées et vous avez eu un meilleur fit avec le fonds en question, là, moi, j'aurais envie de vous dire, franchement, réfléchissez bien. Donc, effectivement, les dilutions, c'est important. Bon, si on parle d'un truc qui va du simple au double, la décision est compliquée à prendre, mais sinon, essayez de prendre l'ensemble des paramètres qui sont à votre disposition. Et les paramètres, ce n'est pas juste des termes financiers, c'est aussi des termes non financiers, c'est aussi de l'accompagnement et c'est aussi le fit que vous avez eu avec le fonds. Ça, c'est les éléments sur lesquels je vais revenir. Nous, tu demandais, est-ce que c'est un point positif, un point négatif? Il y a un truc qui est très clair, c'est que si on voit que l'entrepreneur, effectivement, il met ce critère-là plutôt en haut de la pile aussi, comme nous, on a envie de le faire, ça sera apprécié positivement. Après, on ne va pas considérer que refuser une term sheet, c'est bien ou c'est pas bien. L'entrepreneur fait ses choix, en fait. Voilà. Mais par contre, il faut qu'on sente que pour lui, c'est au-delà du fait de s'entourer, c'est important pour lui de bien s'entourer. Ça, c'est effectivement un point qui va être important pour nous. Ok, super.
Donc, si j'avance, donc après l'amour, il y a quand même la data. Donc, effectivement, ça, c'est un point qui est important pour nous aussi parce que au-delà du fit qui est très important, il y a quand même la réalité qui est que le VC est un professionnel de l'investissement. Donc, on aura quand même envie de regarder des choses, de faire un petit peu de due diligence, de regarder ce que vous faites en détail. On aura besoin de voir que votre projet de levée de fonds, c'est un plan qui est construit, qui est un minimum carré, réfléchi. Que l'entrepreneur, en gros, n'est pas là juste pour lever des fonds, pour cocher des cases, parce qu'aujourd'hui, tout le monde lève des fonds, donc il faut faire pareil, mais que en fait, il a un plan et qui vient dérouler son plan, l'expliquer et le justifier de façon assez naturelle, quoi. Donc après, selon le stade de maturité de la société, on va évidemment regarder les choses très différemment. On va évidemment pas considérer de la même manière une société qui lève un seed et une société qui lève une série A ou une série B. En seed, il y a encore beaucoup de goodwill, il y a encore beaucoup d'éléments qui vont être liés à la vision, à l'ambition des entrepreneurs, à leur drive. En série A, en série B, on passera évidemment un peu plus de temps sur les réalisations, qui sont les éléments qui viennent un peu sous-tendre la vision d'avant, quoi. Mais à la fin et dans tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est de vérifier que l'entrepreneur, il maîtrise son sujet, il maîtrise son business et surtout, il maîtrise les leviers de son business. Il est plus dans le contrôle que en train de subir la situation où il veut vendre, mais il ne sait pas comment, etc. Donc, ce qu'on va regarder, et surtout en early, ce n'est pas tant les chiffres que la façon dont l'entrepreneur réfléchit, par exemple, à identifier ses leviers de croissance. Je donne un exemple débile. Les fameux KPI que tous les fonds demandent. En série A, en série B, ces KPI commencent à avoir de l'importance. En seed, on les demande, mais on sait très bien que ce n'est pas le KPI en valeur absolue qui va être important. C'est est-ce que déjà le fait que l'entrepreneur ait commencé à y réfléchir, à les préparer ou pas, est-ce qu'il a commencé à les construire de façon intelligente, est-ce que ça montre un début de maîtrise en fait, des leviers de son business. On s'en fiche en fait de savoir si le CAC il est trop élevé ou pas assez élevé à ce stade. De toute façon, c'est trop tôt. Par contre, si l'entrepreneur il a commencé à réfléchir à une notion CAC, on sait qu'on est bien parti pour la suite parce qu'il aura envie de structurer son business au fur et à mesure. Donc, c'est plutôt les réflexes qui vont nous intéresser que le résultat. Plus tard, on regardera effectivement de façon un petit peu plus construite les chiffres de la société, ses performances financières au sens large, sa trajectoire, etc. Parce que c'est ça qui va venir refléter le product market fit, la vision, la qualité du produit, etc. Il y a Voilà, Audrey, donc, ouais. Il y a Audrey qui nous demande quel KPI tu as en tête quand tu dis ça. Alors, il y en a beaucoup. Bon, c'est difficile d'en citer un ou deux, mais en gros, ce qu'on va regarder quand une société est en site, c'est son début de trajectoire financier et commercial plutôt. Est-ce qu'elle a des premiers clients, comment elle allait chercher ses clients. En fait, là, on va mettre des KPI, mais qui seront encore très, très early. Ce qui est important pour nous, c'est de voir que la société a commencé à réfléchir à son équation commerciale. Donc, c'est je vends quoi comme produit, quelle valeur, à quel prix. Est-ce que ce prix est adapté finalement aux moyens que je mets en face pour aller le vendre? Donc, typiquement, je vends un produit pour des grands comptes, clairement, je vais avoir besoin d'avoir des sales sur terrain avec un cycle de vente qui est assez long, etc. C'est des gens qui coûtent un petit peu plus cher. Je vends un produit pour la SMB, mon pricing est évidemment moins élevé. Bon, si en face de ça, je mets des sales sur le terrain, ça va me coûter trop cher et l'équation, elle ne va pas fonctionner. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va vérifier. Est-ce que les équations fonctionnent? Et après, en site, par exemple, on sait que c'est des choses qui vont s'affiner sur les prochains quarters. Donc, on vérifie juste qu'en fait, l'entrepreneur, il a des bons réflexes. Et du coup, les débuts de KPI, c'est tout ce qui va venir illustrer l'attraction, donc un nombre de clients, la durée du cycle de vente, l'effort que ça m'a coûté en face pour aller chercher ce client-là. Plus la société grossit, plus à chaque fois, on met des KPI précis. Donc, c'est un CAC, le coût d'acquisition du client, ce genre de choses. Trouver des listes de KPI, c'est assez facile. Il ne faut pas se perdre non plus à vouloir avoir un machin data-driven avec 50 KPI qu'on suit dans tous les sens. Vaut mieux en sélectionner une petite dizaine. Et là-dedans, on inclut les trucs qui sont clés, qui sont mes revenus, mon PNL, donc mon EBITDA, c'est-à-dire juste mes coûts par mois, ma situation de cash, et combien de mois de cash il me reste avec le cash que j'ai en banque aujourd'hui. Ça, c'est des choses basiques. Et ensuite, les KPI qui vont vous aider à venir monitorer votre business. Il vaut mieux en choisir 3, 4, 5 qui sont vraiment pertinents, que vous allez prendre le temps de suivre tous les mois, plutôt qu'avoir une liste sans fin de choses qui sont mal faites et mal construites parce que j'ai juste pas le temps, quoi. Mais c'est important de sentir, en tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous importe,
que l'entrepreneur est quand même dans la maîtrise de son business et qu'il pilote sa boîte. Et il ne découvre pas tous les 3 mois combien de cash il reste sur son compte en banque parce qu'il n'a pas suivi le truc entre les deux. Ça nous met, on a un petit peu inconfort, quoi. Ok, c'est plus justement comme c'est écrit le degré de préparation et de rigueur et de connaissance, de recul que tu peux avoir sur ton propre business, plus que c'est un peu early et ton produit est pas. Alors, j'ai une question par exemple, est-ce qu'il faut absolument un premier client ou est-ce que des preuves de traction ça suffit? Notamment, je sais qu'il y a des projets euh, dans lesquels en fait le produit met du temps à être développé, etc. Ouais. Il y a beaucoup d'intérêt, par contre, il n'y a pas encore le client. Il faut absolument avoir un client? Alors, non. Alors déjà, une preuve de traction, ce n'est pas forcément un client, parce que selon certains modèles, ça peut être juste un user, ça peut être un nombre de téléchargements pour un produit en open source. Voilà. Donc, il y a une métrique de traction qui peut être différente selon les sociétés, qui peut être liée à de la monétisation ou pas. Donc, ça, c'est le premier point. Après, ça va surtout dépendre du stade de maturité. C'est-à-dire que si le plan, c'est de financer une phase de pré-seed, par exemple, évidemment qu'on va augmenter de l'attraction parce que c'est beaucoup trop tôt. Vous êtes en train de commencer à développer le produit ou ce genre de choses. Là, ce qu'on va plutôt demander, c'est est-ce que vous avez bien réfléchi à votre marché? Est-ce que vous avez commencé à parler à des clients potentiels qui viennent vous aider à construire le produit? En tout cas, qui vous donnent des insights pour construire le produit. En seed, effectivement, si on est plutôt dans un seed un petit peu plus late, là, on ne va pas forcément demander à un PNL en mode c'est quoi ta base client, c'est trop tôt. Par contre, c'est pas mal, si le produit est sec et qu'il a commencé à être commercialisé, d'avoir les quelques clients ou les quelques POC ou suffisamment de users ou ce genre de choses qui viennent juste confirmer qu'il y a une utilisation du produit qui peut laisser entendre qu'on arrivera à le commercialiser demain. En série A, évidemment, là, c'est encore différent. Là, évidemment, qu'on va plutôt demander des clients. On va plutôt demander à ce qu'il y ait un début de monétisation de quelque chose, que la société elle ait commencé à mettre en place les briques de son équation commerciale, justement, et de dire autant à l'étape d'avant, je savais qu'il y avait de l'intérêt pour le produit, autant maintenant, j'ai prouvé qu'il y avait de l'intérêt pour le produit et que je savais trouver mes clients et leur vendre ce produit. Et donc, à chaque fois, en fait, ce qu'on va venir demander, c'est des preuves de traction et de confort sur, oui, il y a clairement quelque chose à aller creuser et c'est pour ça qu'on va investir, c'est parce que je pense qu'il y a une belle vision à dérouler. Et après, on va vraiment clairement adapter la demande, la preuve, entre guillemets, de traction à la maturité de la boîte. Oui, et puis en fonction des secteurs, etc., ça ne va pas être non plus les mêmes rythmes et les mêmes KPI. Super. Exactement. Alors, on a d'autres questions, mais on va avancer dans la présentation pour essayer de respecter le timing et on reviendra aux questions ensuite. Ne vous en faites pas. J'ai tout en tête. Je vais essayer d'être un peu plus concise, hein, si tu veux. On va essayer Non, de faire ça. pas Alors, donc ça, c'est une erreur aussi courante, c'est d'oublier la nature. Alors, ça, on va faire les choses plus simplement. C'est un wording un peu compliqué pour dire que, en fait, le financement par un VC, c'est un financement qui se fait par étapes. C'est des sujets qu'on a déjà un petit peu touché, mais en gros, une levée, c'est le financement d'un plan précis pour répondre à des objectifs précis. Donc, il faut être clair sur son plan et il faut être clair sur le plan d'arrivée avec l'argent qui est mis à votre disposition. Et en gros, c'est un petit peu le schéma, schématiquement, en fait, le profil d'une société qui lève des fonds avec un VC, c'est ça, c'est qu'elle va faire des sauts quantiques où à chaque fois, en fait, elle lève de l'argent pour atteindre tel point d'arrivée. Et du coup, on va vraiment être sur des cycles de financement qui permettent de passer des étapes de façon un petit peu accélérée. Et du coup, en amont, c'est quoi? C'est je lève de l'argent, j'ai une grosse vague de recrutement dont j'injecte des ressources pour faire des choses. Et en aval, du coup, ça a accéléré ma croissance et j'ai réussi à passer en 12 ou 18 mois des choses qui m'auraient pris 36 à 48 à 5 ans si je n'avais pas été financée par un VC qui m'a permis en fait de mettre des ressources avant d'avoir l'outcome positif qui est davantage de chiffre d'affaires et de croissance. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Donc si on reprend l'exemple d'une levée de seed, c'est quoi? C'est j'ai une équipe formatrice et des premiers employés. J'ai un produit qui est prêt ou à peu près prêt. J'ai des premiers clients, utilisateurs, quelqu'un qui teste, qui tendent à démontrer qu'il y a un intérêt pour mon produit. Et du coup, je lève pour une raison précise, c'est je mets du fuel pour transformer ces premiers clients en product market fit, éprouver mon modèle en France. Et peut-être que mon point d'arrivée dans 18 mois, c'est dire, j'aurai acquis tant de clients qui viennent refléter l'idée que clairement, mon produit est un produit intéressant pour son marché. J'ai éprouvé mon modèle
la fameuse équation commerciale. Donc, je sais qu'il me faut tant de sales pour aller chercher tant de clients, etc. Tout ça, j'ai travaillé dessus pendant 18 mois, j'ai passé cette étape. Et hop, ça y est, j'ai envie de commencer à regarder l'international. Et du coup, je vais lever une série A pour attaquer l'Espagne, l'Italie, l'UK ou les US. Bon, bah voilà, on a fait un saut quantique en 18 mois qui était le sujet de ma levée. Donc, je sais pourquoi j'ai levé, je sais quels sont mes objectifs. Et après, bon, bah, j'essaye de les atteindre. Bon, en général, on a un plan ambitieux. Si on fait déjà une bonne partie de tout ça, c'est pas mal. Mais voilà un petit peu schématiquement l'idée, quoi. Donc, si j'avance sur le point d'après, l'idée, c'est de dire qu'on ne lève pas de l'argent parce qu'on a besoin de cash. Déjà parce que ce n'est pas très confortable de dire bonjour, je viens de lever 3 millions parce que sinon, demain, ma boîte fait faillite. Pas mal d'anticiper. On n'est pas là pour éponger des pertes, on est là pour financer un plan de croissance. Donc, la frontière paraît un peu floue, mais il y a quand même une différence qui est assez claire. En gros, le VC, il vient regarder si dans votre plan, chaque dollar investi vient créer de la valeur et pas je ne sais pas où je vais. Donc, en fait, il faut juste financer mes 3 millions de pertes parce que je me cherche un peu et je ne sais pas trop où je vais, quoi. Donc, à nouveau, mais on l'a déjà dit, je vais aller vite peut-être là-dessus. On finance un plan d'accélération qui peut parfois venir avec le fait de financer des pertes parce que justement, c'est là pour ça. On met beaucoup de ressources pour délivrer de la croissance, mais entre les deux, du coup, on vient un petit peu alourdir son PNL. Mais l'idée, c'est vraiment de démontrer que l'investissement va vraiment produire de la valeur derrière et qu'on est dans une démarche de vouloir accélérer, voilà, accélérer, aller plus vite et financer un plan de croissance, quoi. Je continue, Ariane, je continue de parler sous ton contrôle, mais Oui, t'arrêtes bien sûr, pas. bien sûr. J'ai des questions sur, pardon, j'ai juste des questions sur seed, série A. Est-ce que je fais un pré-seed? Est-ce que je fais un seed? Est-ce que c'est des questions que tu veux aborder maintenant ou plus tard? Écoute, je crois pas que ce soit prévu, donc on peut traiter maintenant si tu veux. Donc les questions précisément, c'est comment définir un pré-seed, un seed, une série A. Comment on détermine si on est en phase de seed ou série A? Et là, par exemple, j'ai Charles qui me dit qu'il a une cinquantaine de clients et beaucoup d'utilisateurs, 300 000, et qui font une pré-seed. Alors, est-ce que c'est inadapté et qu'il faut faire un seed directement? Qui décide de ça? Est-ce que c'est clé? Est-ce que c'est pas clé? Comment on Bon, fait? alors, c'est pas un sujet ultra majeur au sens où on va pas refermer un dossier parce que ça s'appelle précide et que nous, on aurait considéré que c'est du feed, clairement. Ensuite, les frontières, franchement, elles sont hyper compliquées à trancher parce que ce qu'on appelait un seed il y a quelques années, c'est devenu un pré-seed. Ce qu'on appelait une série A est devenu un seed. Enfin, voilà, tout ça, ça bouge. Selon les secteurs, ça va être ultra variable. Donc, en vrai, il ne faut pas trop s'embêter avec la définition et la labellisation du truc. Le seul impact que ça peut avoir, quand vous l'ayez en tête, c'est qu'effectivement, ça va plutôt être corrélé en fait, à la taille du montant, au montant de la levée, à la taille à l'argent que vous cherchez. Et en fait, les VC, ce qui me regardent en face de ça, c'est si quelqu'un lève, on va dire, entre 2 et 3, il y a une bonne chance que ce soit un seed. Si c'est un pré-seed ou si c'est une toute petite série A, on a envoyé des séries A de 3 millions aujourd'hui, ça n'existe plus sur le marché. C'est pas tellement ça qui va l'embêter. Ce qu'il va regarder, c'est si vous levez 2-3 ou si vous levez 5-6, qu'est-ce qu'il y a en face en termes de maturité de société? Où est-ce que la société en est en fait dans son développement et est-ce que c'est cohérent? Et donc là, si je reviens un petit peu sur les étapes que je vous décrivais tout à l'heure, si la société, elle a fini son produit, elle a un tout début de traction et elle veut aller chercher des clients et elle veut montrer son product market fit, ça ressemble à un stade de seed, entre guillemets. Nous, ce qu'on a vérifié, c'est qu'effectivement, la boîte, elle va lever quelques millions. Donc, s'il lève 1,5, bon, bah, ça peut être un 5 ou ça peut être plus. Ils peuvent lever jusqu'à 3. Tu peux avoir un seed de taille plus ou moins ambitieuse. Par contre, si le mec, il arrive en disant, je lève 40, bon, bah oui, là, c'est pas cohérent. Effectivement, c'est pas adapté au stade de maturité de votre société. Il faut raisonner le truc sous un format un petit peu équation. Et en fait, on s'en fout du label. Il faut juste s'assurer qu'il y ait une cohérence entre le montant que vous voulez lever, votre plan derrière, ce que vous voulez faire avec l'argent, et en face de ça, le stade de maturité de la société et l'équation générale pour le VC. C'est-à-dire qu'en fait, selon la taille de la levée, ça va être aussi des indications qui vont nous aider à déterminer le niveau de valo que vous attendez, parce qu'il y a des niveaux de dilution standards sur le marché. Et du coup, si en face de ça, il y a un des trépieds du truc qui ne fonctionne pas parce que vous avez des attentes démesurées par rapport au stade de maturité de votre société, c'est plutôt dans ces configurations-là que ça va être gênant. Donc, pas trop se préoccuper du label.
plutôt réfléchir à où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux faire demain, de combien j'ai besoin pour atteindre ces objectifs-là, et est-ce qu'il y a une cohérence entre les deux, quoi. Voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Moi, de mon côté, oui. On laisse, Non, on c'était laisse les pas. entrepreneurs. Ah, si je dois passer, si tu peux donner une idée des taux de dilution standard. Schématiquement, on va dire ça va de 15 à 25. Selon, on va dire, selon si le marché est très dynamique, un peu moins dynamique, selon la taille de la levée, si on lève un peu plus, un peu moins par rapport à ce qu'on pourrait faire de façon un petit peu attendue, etc. Donc, c'est un peu le pouvoir de négo aussi des entrepreneurs. 15 à 25, c'est le montant un petit peu standard. 25, c'est costaud. 15, c'est ambitieux. 20%, c'est standard. Après, tout est possible. Typiquement, une société dont le stade de maturité pourrait suggérer une levée de 5, mais qui lève 2,5, bon, bah, tu peux effectivement légitimement réclamer une dilution un petit peu moindre, qui peut être de l'ordre de 10%, par exemple. Donc, c'est un petit peu voilà, un petit peu les données. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais je n'en vois pas. Du coup, je continue. Donc, erreur numéro 7. Ouais. Non, je voulais dire, il y avait une question à un autre moment, mais c'est peut-être pas le moment du coup. Mais il y a une question un petit peu plus tôt. Tu parlais en fait que, par exemple, vous vouliez financer les startups en hypercroissance. Hypercroissance, c'est combien de pourcents? Ça, c'est la question à 1000 points. L'hypercroissance, en gros, dans les premières années d'une société, c'est une société qui fait x3, x4. Alors, x4, c'est vraiment beau. Parfois, beaucoup plus. Il n'y a pas de règle. Mais quand on est encore sur des petits chiffres et qui se maintient à un x3, x2, les années d'après où la société fait déjà quelques millions de CA, on fait pas, quand on fait 5 millions de CA, on ne fait pas x4 tous les ans, c'est beaucoup trop ambitieux, mais on est encore sur des taux de croissance à 3 chiffres, quoi, 100%, etc. Et puis, dès que la société devient vraiment mature, 20 millions d'euros, 30 millions d'euros de CA, etc., bah, on est encore sur des taux de croissance qui sont de l'ordre de 50, 60, 70%. C'est ça une croissance forte. On est très loin des taux de croissance, je sais pas moi, d'une société industrielle classique qui sont de l'ordre de 1 à 2% par an, quoi, pour vous donner un peu schématiquement l'ordre de croissance. Après, il y a des grands KPI un peu type. On dit que la boîte de SaaS doit avoir une trajectoire où elle fait x3, x3, puis x2, x2, x2. Donc ça, c'est des benchmarks que vous pourrez trouver assez facilement en ligne. Ça absolument pas, c'est pas parole d'évangile, quoi. Enfin, c'est pas des montants en valeur absolue qui doivent être Oui. respectés à la lettre, mais voilà un petit peu les ordres de grandeur. Top. Il y a aussi beaucoup d'autres questions, mais je suggère, vu qu'il reste un quart d'heure, qu'on passe sur les trois dernières, Ouais, heures. Et après, on va pouvoir prendre les questions au fur et à ok. mesure. Bon, je vais être un peu efficace alors. Donc, point numéro 7, l'équipe. Donc, on a parlé du FI, je ne reviens pas là-dessus. Au-delà de ça, il y a l'importance de l'équipe pour nous, qui est vraiment un critère clé dans la prise de décision d'investissement pour un fonds. On va être ultra attentif à la façon dont la société est structurée. Est-ce qu'on a la bonne équipe pour le bon sujet en termes de drive, de vision, d'ambition, en termes de complémentarité des membres de l'équipe fondatrice? Donc, typiquement, si on n'a que des techs sur un sujet tech, c'est bien, mais un jour, il faudra quand même le vendre, le produit. Si on n'a que des sales sur un sujet tech, bon, bah, a priori, c'est peut-être un petit peu léger. Bon, là, je suis sur des choses évidentes, mais vous voyez l'idée, il faut qu'il y ait une bonne complémentarité, une bonne répartition des tâches entre l'équipe. Le bon nombre aussi, ça paraît un peu bêta, mais une équipe de fondateurs de 6 mecs, c'est un peu compliqué. 6 personnes avec des fonctions managériales très importantes, il y a une forte probabilité qu'ils se marchent un peu sur les pieds. On n'est pas une coopérative agricole, une startup, donc c'est pas mal d'avoir un nombre un peu plus réduit. Inversement, un solo founder, c'est pas forcément une super idée, principalement pour lui, parce que une startup, c'est des hauts, c'est des bas, c'est pas facile tous les jours, donc on n'a pas forcément envie d'être tout seul aux manettes. C'est quand même sympa d'être plusieurs et de pouvoir se reposer les uns sur les autres quand quelqu'un a un coup de mou. Et puis, ce qui va être clé aussi, c'est un peu l'esprit de la photo, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne entente manifeste entre les fondateurs, qu'on sente que c'est une équipe assez soudée. Et donc là, ça va être des petits signaux faibles de celui qui coupe tout le temps la parole à l'autre, qui le corrige. Ça, c'est pas des choses qu'on sent très positivement. Ou inversement, on a une équipe de 3 fondateurs, il y en a un qui fait un show tout seul, et puis les 2 autres parlent pas du tout. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va beaucoup aimer non plus. C'est pas mal d'avoir vraiment un partage des tâches, une vision commune, etc. Et ça, on le ressent aussi dès les premiers échanges, quoi. Donc, l'équipe, c'est hyper important. Et puis après, au-delà de l'équipe, ce qu'on va regarder aussi, c'est le facteur humain de façon générale.
Et ça va être important au moment de l'investissement, mais surtout quelle vie de la société derrière. Donc, on va être ultra attentif, nous, à la façon dont les fondateurs évoluent. Donc, typiquement, on dit souvent que les fondateurs d'une société très jeune ne sont pas forcément les gens de la fin quand la société est très grosse. C'est vrai, tout le monde n'est pas forcément capable d'évoluer. Il y a des gens qui adorent la partie bootstrap de je crée un business, je pars de zéro. Mais après, quand on est dans des logiques de très grosses boîtes à gérer, avec des sujets managériaux dans tous les sens, bah, c'est un peu moins leur délire, donc ce ne sera pas forcément hyper adapté. Donc nous, on sera aussi attentif à la façon dont l'équipe évolue. Et ensuite, surtout à la façon dont l'équipe est capable de s'entourer. Et donc ça, les RH, finalement, c'est un de nos critères clés d'appréciation de la vie de la boîte derrière. Quand on décide de réinvestir dans une société dans laquelle on est déjà, par exemple, ce critère-là va venir un petit peu en haut de la pile, c'est de dire, est-ce que la société, au-delà de la qualité de l'équipe fondateurs, est-ce qu'ils sont capables de bien s'entourer, de recruter des bonnes personnes, d'être capables d'attirer des vrais talents, est-ce qu'ils sont capables de structurer intelligemment leur équipe? Parce qu'en fait, à nouveau, toutes choses étant égales par ailleurs, une société qui va bien marcher, une société qui va un peu moins bien marcher, en général, c'est le facteur humain qui fait la différence. Ça a été la capacité de la société à se structurer convenablement d'un point de vue humain. Est-ce que nos fondateurs, ils sont capables de s'entourer parfois de gens qui sont meilleurs qu'eux sur certains sujets? Donc, il y a une étape souvent qu'on passe où on commence à staffer des C-level sur des fonctions en silo où bah, du coup, là, c'est important d'être capable d'attirer des profils de bonne qualité qui sont parfois meilleurs que les fondateurs eux-mêmes. Et c'est une étape qui est dure à passer pour beaucoup d'entre eux. Donc, ça, c'est un truc qu'on va regarder. La capacité aussi, au-delà du recrutement en externe, à faire grandir les gens, à part des gens qui sont là depuis le début et qui ont évolué avec la société, qui continuent de se projeter. Ça, c'est des critères qui sont hyper importants pour nous. Donc voilà, la team, de façon générale, on revient un petit peu au sujet du fit qu'on abordait au tout début. C'est le nerf de la guerre pour nous, quoi. Et par exemple, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Si par exemple, là, je suis fondateur et je vois ça, et je me dis, ah bah moi, en fait, sur mon équipe, c'est vrai qu'on n'est pas toujours clair sur la vision, c'est vrai qu'il y a ces déséquilibres-là. Est-ce que ce sont des équilibres qui se réparent? Est-ce qu'il faut les réparer avant de se présenter en VC ou est-ce que tu conseilles quels sont tes conseils par rapport à ça? Parce que des fois, ça arrive, ça Alors, ça existe. arrive bah, alors là, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. On parle de mariage. C'est la même chose. Enfin, il y a rien de jamais acquis à aucun moment. Donc, en fait, tout ça, c'est du travail en continu. Il faut être en fait, hyper conscient Oui. de l'enjeu, du challenge, et y travailler en permanence parce que ce qui était vrai en janvier et sera peut-être plus vrai en décembre parce qu'entre-temps, la boîte a triplé de taille. Donc, en fait, il faut en avoir conscience et après, bah, à l'équipe de trouver les bons channels. Il y a des gens qui passent par de l'informel, les gens qui ont besoin de structurer ça avec des process. Les KE de communication sont souvent clés, en fait. Hein. C'est bête et méchant, mais c'est vraiment trouver les bons moyens de communiquer de façon transverse dans l'entreprise, top-down, bottom-up. Et tout ça, ça fonctionne bien, quoi. Top, merci. Je continue. Bonne grosse erreur qu'on voit souvent aussi, c'est l'overdose de bullshit. Donc là, il faut faire attention de bien trouver le curseur entre avoir de la vision, avoir de l'ambition et bullshiter et vendre des trucs qui n'existent pas. Surtout si ce n'est pas très malin, parce qu'en fait, le VC que vous essayez de séduire en faisant ça, c'est quelqu'un qui aura vocation à être du même côté de la barrière que vous, d'être un point d'appui pour vous aider à réfléchir au challenge. Donc, autant les donner, ces challenges, en toute transparence. Après, ça ne veut pas dire avoir une liste de complaintes de tout ça, ça ne marche pas, aidez-moi. Mais voilà, j'ai identifié quels étaient les challenges de ma boîte. Je vous les expose clairement. Voilà les solutions que j'ai pour y travailler. Et puis, je suis preneur de votre feedback pour continuer, quoi. Donc, le bullshit, attention. On fait des refs en plus, hein, les VC. Donc, typiquement, si vous prétendez avoir un client que vous n'avez pas, en général, on s'en aperçoit malheureusement. Donc là, c'est pour donner cette vision du truc. Après, je vais aussi donner la vision inverse parce que nous, typiquement, quand on parle à des VC français, à des entrepreneurs français ou à des entrepreneurs américains, on voit un gap culturel qui est très fort. On trouve que les entrepreneurs US sont des très, 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 très bons vendeurs. Donc, attention au bullshit, mais inversement, et ça, c'est plutôt ce conseil-là que j'aurais passé à des entrepreneurs français, c'est bien d'être carré, d'être modeste, etc. Mais n'hésitez pas à être aussi ambitieux. Le tempérament de l'entrepreneur français standard, on va dire, va être plutôt d'être précautionneux et de dire exactement où il en est, etc. De ne pas être dans la survente, et c'est très bien. C'est adapté aux VC français aussi. Mais n'hésitez pas à être un petit peu ambitieux, à être aussi porteur de vision, d'ambition. C'est aussi ça qui va nous permettre, nous, de nous embarquer dans l'aventure. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de trouver le curseur entre être pas assez
vendeur où on va se dire, bah, est-ce que c'est vraiment un VC qui doit financer ce truc-là? Ça a l'air de ronronner un peu. Et inversement, surtout pas tomber dans le piège du bullshit, mais qui est quand même pas un truc qu'on voit très très souvent dans ce frère qui mentent sincèrement, mais voilà. Ça, c'est quand même un point important. Le dernier point, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu touché tout à l'heure, mais ça mérite le coup qu'on y revienne un petit peu. Il y a les termes financiers, hein, bien évidemment. Quand vous choisissez le VC avec lequel vous voulez bosser, faites aussi votre shopping de façon plus globale. Regardez les conditions générales qu'ils vous offrent, et la gouvernance notamment, et pas juste les termes financiers. Regardez la valeur ajoutée, le niveau d'accompagnement qui fournit à ces startups en portefeuille. Donc là, typiquement, il y a des VC qui ont des formats operating partners, donc qui vont avoir des gens dédiés à vous aider sur les sujets RH, sur les sujets marketing, des choses comme ça. Regardez l'expertise aussi sectorielle du VC par rapport à ce que vous faites. Donc là, je reviens avec les sujets de investissements initiaux, mais c'est hyper important que ce soit quelqu'un qui soit quand même un minimum conscient de vos enjeux, parce que sinon, il ne pourra pas forcément vous aider aussi bien que quelqu'un qui maîtrise un petit peu les données de votre secteur. Ayez la certitude en gros qu'il y aura un accompagnement positif de la part du VC. Donc ça, c'est une notion de fit dont on parlait tout à l'heure. Mais en gros, vraiment considérer tous les éléments et regarder la picture de façon globale, parce qu'avoir un board qui fonctionne, c'est génial et c'est super utile, mais avoir un board qui dysfonctionne parce qu'il n'y a pas assez de transparence, pas assez de confiance, ou que votre VC en fait s'occupe pas trop de ses boîtes parce qu'il n'a pas le temps, bah franchement c'est un peu, ça peut vite être l'enfer, quoi. Donc là il y a des choses très concrètes que vous pouvez faire. Un bon indicateur du niveau d'implication des VC envers leur boîte en portefeuille, c'est de regarder le nombre de boards que chaque investisseur a. Donc, typiquement, quelqu'un qui a 20 boards, il n'aura pas beaucoup de temps à vous accorder. Inversement, quelqu'un qui en a 4 ou 5, a priori, il sera très, très dispo pour vous aider. Donc ça peut être un indicateur, par exemple, qui vous permette de voir si, effectivement, le VC qui vous dit qu'il sera hyper hands-on, il le sera dans la réalité ou pas. Pour finir, je pense que le dernier, et c'est le seul conseil que je devrais donner là-dessus, c'est faites des refs, en fait. Le meilleur moyen de savoir à quoi vous en tenir, c'est d'appeler des boîtes, des entrepreneurs qui ont bossé avec le fonds ou qui bossent toujours avec le fonds ou avec la personne avec qui vous échangez. En fait, ça, c'est vraiment le juge de paix qui vous permettra de savoir direct avec qui vous avez affaire. C'est vraiment le seul conseil, je pense, que je donnerais avant quiconque qui lève des fonds, c'est faites des refs, faites des refs, faites des refs. On en fait, nous aussi. Okay. Donc, faites-le. Demandez des refs directement au VC. Hein. N'hésitez pas. Mais si vous pouvez en trouver par vous-même en complément, c'est très bien aussi. Mais c'est hyper important. Ok, super. Super intéressant. Il y a énormément de questions. Donc, je vais vous inviter, parmi les personnes qui ont posé des questions, n'hésitez pas à lever la main si vous avez posé la question par écrit. Et je peux vous laisser la parole pour que vous puissiez poser la question en direct si vous le souhaitez. Et sinon, en attendant, du coup, je vais commencer à... D'ailleurs, j'ai déjà une main levée. Hop, Laetitia. Donc, Laetitia, je vais te permettre de parler. Est-ce que tu peux bonjour. Yes. Bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, je viens d'entrer à Station F. Je ne suis pas encore immatriculée. J'ai fait mon MVP au mois d'octobre et donc je suis dans la Silver Economy et j'ai déjà une dizaine de clients. Donc, mes clients, ce sont les grands groupes, voilà, maisons de retraite. Et donc, je voulais savoir si je pouvais commencer mon site. Vous avez une dizaine de clients. C'est des clients qui payent. Des clients qui payent. Ouais. En fait, à nouveau, si vous pensez aujourd'hui avoir trouvé cette fameuse équation commerciale et si demain, en fait, concrètement, vous avez 4 sales de plus, vous êtes capable de faire x4, x5, x6 en termes de croissance par rapport à la situation aujourd'hui, c'est que vous êtes arrivé à un stade de maturité où vous pouvez vraisemblablement lever des fonds. Parce que c'est à ça que ça sert. C'est vraiment de dire demain, j'ai 500 000 euros ou 3 millions sur mon compte en banque, ça me permet de faire ça, ça et ça, et j'ai un plan très, très clair, quoi. Si aujourd'hui, vous êtes encore dans un mood à vous dire, en fait, j'ai 10 clients, mais en réalité, je ne sais pas encore exactement comment je vais les chercher. Si demain, j'ai 4 sales, ils vont vraisemblablement perdre un peu leur temps parce que je ne saurais pas les alimenter pour aller chercher des clients parce qu'on est encore un peu en train de se chercher sur le produit ou que ce soit d'autre. C'est que vous avez peut-être encore besoin d'un quarter ou deux avant de lever.
Donc, c'est là que je mettrais le curseur. Moi, non, je pense que le MVP, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un investissement, notamment parce que je cherche une technologie métaverse, puisque le MVP est assez… voilà, c'est un MVP, quoi. Donc, j'étais déjà très contente qu'il y ait des clients qui payent. Donc, je pense qu'il y a vraiment… Et puis, c'est vraiment très… Enfin, voilà, le marché est segmenté, ça fonctionne. J'ai des rendez-vous quasi tous les jours, donc, mais je suis toute seule. Voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne, je pensais que ça allait prendre plus de temps en fait. Donc voilà, je voulais savoir si je pouvais commencer un site parce que clairement j'ai besoin d'aide. Donc si c'était le bon moment. Bah, ce que vous sous-entendez, suggère plutôt que oui. C'est là, je suis limitée par mon absence de ressources. Tout à fait. Ça justifie une levée de fonds. Ok, Oui. très bien. Bah, je prendrai votre adresse mail à la fin alors. Avec plaisir. Je vais peut-être la mettre tout de suite d'ailleurs. Merci ou beaucoup. Oriane, tu la communiqueras sinon. Oui, oui, je la partagerai. Merci beaucoup, Laetitia, pour ta question. J'ai d'autres questions. On m'a posé comme question, quel est l'intérêt de s'entourer, y a-t-il un intérêt à s'entourer d'un advisory board? On parlait de l'équipe. Parfois, en fait, quand on est solo founders, enfin, on n'a peut-être pas forcément toutes les compétences. Par contre, on a des advisors qui sont là et qui soutiennent nos projets. Est-ce que c'est important? Alors oui, complètement. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, s'il y a un VC au capital, il va créer un board, s'il n'y en a pas déjà un, ou il va rejoindre le board. C'est un board qui a vocation à être un board assez stratégique, prise de décision, orientation stratégique. On rentre un peu dans les détails de l'opérationnel, mais on ne fait pas à la place d'entraîneur, etc. Il peut y avoir un niveau de connaissance du secteur qui peut être variable selon les VC. Donc, soit ce board a aussi vocation à être un advisory board, soit on crée un advisory board à côté. Et en général, moi, je fais ça avec pas mal de mes sociétés où, en fait, je leur dis la connaissance de votre secteur, elle est bien, mais c'est pas non plus 100% de ce que vous pouvez trouver ailleurs sur le marché. Créer un advisory board qui aura vocation à vous accompagner de façon beaucoup plus précise sur des sujets qui sont propres au métier, par exemple. Je bosse pour une boîte de retail. Moi, j'ai une connaissance du secteur du retail parce que j'en ai fait pas mal dans ma vie de VC, etc. Ça remplacera jamais l'expérience qu'a, je sais pas moi, le CEO d'une boîte de retail qui fait ça depuis 40 ans. Typiquement, ça peut être hyper intéressant, soit qu'ils joignent le board. Donc ça, typiquement, c'est des trucs qu'on propose souvent à nos entrepreneurs, de dire, en plus de nous, on prend un indépendant qui va vous apporter une valeur complémentaire à la nôtre. Et puis, si pour plein de raisons, on préfère dissocier les deux sujets, ben, on a un advisory board à côté où on va mettre 1, 2, 3 personnes qui vont apporter des choses très différentes, beaucoup plus opérationnelles, etc. à la société. Donc oui, c'est une excellente idée. Super, merci. Merci. J'ai une autre question sur comment attirer l'attention d'un VC que l'on contacte par email s'il ne fait pas partie déjà de nos réseaux perso. Est-ce que je joins mon deck directement? Est-ce que je fais juste quelques lignes? Comment éviter, enfin, que éviter quand on se présente et comment éviter le ghosting? Ouais, alors le ghosting, bon, c'est vrai que ça va dépendre des fonds. Nous, typiquement, chez Laïa, on a à cœur de répondre à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'on reçoit en moyenne 150 dossiers par semaine. Donc, tout le monde a une réponse. Parfois, ce n'est pas dans les 3 jours qui suivent parce qu'il y a un temps de traitement. Parfois, c'est une réponse que vous allez trouver assez vague parce qu'en fait, on sait que le truc ne marche pas et pas en adéquation avec notre thèse. Bah, c'est vrai qu'on demande à nos juniors de ne pas y passer 1 heure, d'analyser la boîte pendant 1 heure. Donc, on fait des réponses qui sont laconiques de facto. On ne va pas juger une boîte qu'on n'a pas regardée en détail. Mais on essaie de répondre à tout le monde. Parfois, ça arrive que vous ne receviez pas de réponse. C'est parce que, effectivement, les VC ont tendance à être un petit peu sursollicités. Je pense que la bonne façon de faire, si vous avez moyen de trouver une intro quelque part, franchement, c'est la meilleure configuration. Ce soit network, accélérateur, incubateur, écosystème, école, tout ce que vous voulez. Si intro pas possible et que vous voulez les gens en direct, il faut le faire. Moi, j'avoue, j'aime bien recevoir un deck directement pour savoir de quoi on parle. Ça dépendra peut-être des VC. Je regarderai, moi, je parcourrai toujours le mail. Alors, c'est sûr s'il fait quelques lignes plutôt que 3 pages, c'est un peu plus efficace. S'il y a un deck, je l'ouvrirai toujours et je le parcourrai aussi. Et ça permet quand même de circonscrire assez vite si le sujet rentre dans notre thèse ou pas, quoi. Après, effectivement, il y a des fonds qui prennent juste pas le temps de répondre. C'est comme ça, c'est la vie. C'est des sujets de processing interne. C'est vrai que c'est un métier où on reçoit beaucoup de dossiers. Et si on veut faire du travail de qualité, c'est du travail qui est time consuming et qui prend du temps de gens, quoi. Donc, on fait aussi un peu comme on peut, quoi.
Merci Armel. Il est midi, mais j'ai encore 2 questions que j'aimerais pouvoir te poser. Est-ce que tu me Pas de les problème, laisses? bien sûr. Elaya, Harry me demande, Elaya, leading VC in digital tech and deep tech. La deep tech, par essence, ce sont des projets qui sont loin du marché. Comment est-ce que vous les évaluez? Alors, pas forcément d'accord, qui sont peut-être loin du marché au moment où on investit très tôt, mais il y a de la deep tech qui se commercialise, hein, heureusement. Donc, comment on les analyse? Alors, les projets les plus deep tech, on a une équipe qui est dédiée. Donc, concrètement, il y a de l'expertise en interne sur ces sujets-là. Ils sont quasiment tous ingénieurs dans l'équipe deep tech. Ils ont une connaissance des technologies qui est très importante. De façon générale, la façon dont on opère, c'est soit il y a une expertise en interne, et du coup, nous, on a une façon de travailler qui est très consensuelle. Tout le monde intervient un petit peu pour apporter justement sa compétence sur les sujets qu'on analyse. Et si on n'a pas cette expertise en interne, on fait appel à notre network, qui est assez important, parce que l'EA est un fonds qui a quand même une vingtaine d'années. On a financé plus d'une centaine de boîtes. Donc, c'est vrai qu'entre nos entrepreneurs, nos anciens entrepreneurs et notre network, on arrive toujours à trouver des gens qui connaissent le sujet et qui sont capables de nous apporter un complément d'analyse sur les sujets. Bon, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais en gros, si je reviens sur le sujet vraiment deep tech, donc on a les compétences où on les trouve, sinon pour les analyser de façon précise, parce que le sujet deep tech, techno, etc., qui nécessite un peu d'expertise, ils ne sont pas toujours loin du marché. Nous, on regarde quand même des sujets. On n'investit pas dans des trucs qui vont rester de la recherche fondamentale. Il y a quand même toujours un applicatif de marché, un projet derrière d'en faire un produit qui aura vocation à servir à quelqu'un. Donc, c'est juste que quand on fait de la deep tech, on sait que les temps peuvent être un petit peu plus longs. Ça, c'est quelque chose qu'on sait gérer parce qu'on fait des investissements deep tech depuis 20 ans. Mais pour autant, si effectivement c'était destiné à rester au stade de recherche, effectivement, c'est vraisemblablement pas nous qui allons financer ce genre de projet. Super. J'ai une dernière question. Je sais qu'il y a encore pas mal de questions, mais donc j'en ai une dernière en fait. Donc c'est quelqu'un qui a 60 ans et qui se demande Is there love after 60? Donc c'est une personne qui a essayé de lever des fonds dans les années 2000, mais malheureusement l'écosystème des VC n'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui. Maintenant c'est le cas, donc c'est encourageant. Avoir un manager expérimenté de 60 ans, un peu solitaire et à la recherche d'une équipe, est-ce que c'est un deal breaker pour un VC? C'est pas un deal breaker en soi, heureusement. Oui. Par contre, ça va C'est soulever en fait Ah oui, mais ça va soulever des questionnements de temps pour le VC et vous serez challengé là-dessus. Donc, si vos réponses sont très claires, ça posera absolument aucun problème et on a plutôt tendance à valoriser l'expérience. Donc, typiquement, les questions qui vont se poser pour nous, c'est est-ce que vous avez encore l'énergie de vous mettre dans un sujet qui peut être ultra time consuming en temps, en énergie, etc., avec des temps un petit peu longs? Et du coup, c'est ça, c'est à un horizon 5 à 10 ans, parce que parfois, la moyenne d'investissement chez nous, elle va être de 6-7 ans, et parfois, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, on est quand même sur des temps qui sont assez longs. Et comment vous vous projetez au sein de la société avec, du coup, d'autres managers dans la société qui prendront peut-être le relais, parce que c'est absolument pas un problème en soi de ne pas être là pendant 10 ans. Par contre, il faut s'assurer que ça se fasse en bonne intelligence avec ceux qui vont prendre le relais derrière. En gros, comment vous avez l'intention de traiter ça et voilà. Donc, typiquement, un solo founder de 60 ans, on est moins à l'aise parce qu'il est tout seul et qu'on se dit que c'est peut-être pas mal de préparer l'après aussi et d'avoir une team qui aura vocation à rester si le projet a vocation à durer 10 ans, quoi. C'est plutôt ces considérations-là qu'on va regarder. Par contre, sinon, avoir 60 ans et 30 ans d'expérience dans un secteur, ça a vachement de valeur. super. Merci beaucoup, Armel. Beaucoup de questions beaucoup de questions. On a pu apporter une réponse à beaucoup de questions. Malheureusement, nous avons déjà pris 4 minutes du temps supplémentaire, du temps de chacun et d'Armel. Peut-être une question rapide, dernière, avant de terminer. Quelle est la bonne longueur pour un deck? Est-ce que j'envoie 30 pages ou est-ce que j'en envoie 3? J'aurais dit une quinzaine. Une quinzaine bien faite. Plus que 15, ça commence à être costaud. En 3 pages, vous aurez du mal à développer tous les sujets que vous voulez développer. Ok, super. 10-15. Merci beaucoup. Merci Armel. J'espère que cette session vous a plu. En tout cas, merci beaucoup pour votre super grande participation. Nous étions 75 aujourd'hui à écouter ce webinaire. Donc c'est Oriane, n'hésite pas à me transmettre, mon mail pour quiconque qui veut me joindre. Il y a pas, avec plaisir. Et puis, si vous avez des questions résiduelles
via toi directement comme vous voulez, mais vraiment, n'hésitez pas, on est aussi là pour ça, hein, de répondre à vos sujets et vous accompagner. Super, je transmettrai bien sûr ton email et aussi la présentation si jamais vous voulez vous rappeler avec quelques notes en plus. Donc, si vous êtes inscrit sur l'Eventbrite, en effet, vous allez tout recevoir. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour tous vos mots doux qui nous interviennent dans le chat. C'est un bonheur. Restez connectés au LinkedIn de l'incubateur HEC, à nos newsletters, parce que nous allons en fait... donc, ce format-là, c'est un format que l'on répète. Et donc, vers fin mai, on va avoir Erwan Kézard, le fondateur de Simplon.co et de Contournement.io, qui va nous dire comment économiser plusieurs dizaines d'heures par mois dans votre semaine de travail. Plus tard, on va avoir Thomas de Garantme et Émilie d'un autre fonds qui s'appelle Serena, qui vont nous expliquer comment réunir une team pour faire réussir sa boîte. Donc voilà, donc toutes ces questions-là de recrutement, de financement, de sales, on essaie de les traiter un maximum au sein de l'incubateur HEC. Continuez à nous suivre je vais vous mettre plusieurs liens pour que vous puissiez nous suivre dans l'email qui suit cette séance. Merci à tous pour votre participation, votre bonne humeur et le fait d'avoir permis ce format super interactif. Vous avez vraiment joué le jeu, c'était super. Merci à tous et passez une excellente journée. Très bonne journée. Au revoir.